place. La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici amenés à débattre en seconde lecture de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, à la suite du rejet du texte au Sénat. Comme je l'avais annoncé lors de la première lecture, après avoir connu un déficit abyssal mettant en péril l'ensemble de notre système de protection sociale, le financement de la sécurité sociale pour 2014 constitue une nouvelle étape du rétablissement des comptes sociaux de la France, déjà amorcé l'année dernière. Il y a environ un mois, un sondage IFOP pour le journal du dimanche rapportait que plus de 86% des Français, donc plus de 8 Français sur 10, se déclaraient très, ou plutôt inquiets, de la capacité de la France à financer son système de sécurité sociale. Il est donc urgent de réaffirmer que notre sécurité sociale est bien un vecteur de cohésion sociale et qu'il faut le préserver. La Cour des comptes l'a rappelé dans son dernier rapport, préserver la sécurité sociale, revenir rapidement à l'équilibre des comptes sociaux d'apport par un effort sur les dépenses, faire reculer la dette pour ne pas la faire porter par les générations futures est une priorité. La réussir est à porter en prenant appui sur les principes mêmes qui fondent notre modèle social, la responsabilité, la justice et la solidarité. Nous devons donc tenir cet engagement afin de permettre aux seniors, mais également aux jeunes, de pouvoir continuer de bénéficier de notre sécurité sociale en apportant des réformes structurelles de notre système afin de le rendre pérenne. Le 8 février 2013, Jean-Marc Ayrault déclarait à Grenoble, lors de la présentation de la stratégie nationale de santé, « Il faut engager sans tarder une réforme de fond, une réforme structurelle de notre système de santé, et cela ne sera pas l'œuvre de quelques mois, mais des 5 ans, peut-être des 10 ans à venir, si nous voulons pleinement réussir. » Les radicaux de gauche ne peuvent être que d'accord avec les déclarations du Premier ministre, puisque nous appelons de nos vœux depuis très longtemps une réforme structurelle de notre sécurité sociale et de notre système de santé. Mais nous pouvons le constater, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Finalement, très peu de réformes structurelles nous sont présentées dans ce PLFSS pour 2014. Je ne peux donc cacher ma déception, alors que lors de la discussion générale du PLFSS pour 2013, je tenais les propos suivants. Il est compréhensible qu'en quelques mois, vous n'ayez pas pu engager toutes les réformes structurelles nécessaires, mais il est indispensable de sauvegarder notre système de santé. Ce texte n'est pas encore celui que nous souhaitions. Rendez-vous avec votre majorité en 2014. Et là, vous n'êtes pas au rendez-vous. Si le gouvernement fixe le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à 12,8 milliards d'euros en 2014 contre 16,2 milliards d'euros en 2013, l'effort d'économie repose essentiellement sur la branche maladie la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. 500 millions d'euros de réduction de frais de gestion des organismes de sécurité sociale, 200 millions d'euros d'économies sur les dépenses de la branche famille, 2,5 milliards d'euros d'économies pour la branche santé viennent renforcer ce dispositif d'économie. Parmi les mesures phares, malheureusement, figurent les 800 millions d'euros de rentrées liées au décalage de 6 mois de l'actualisation des pensions de retraite, auquel le groupe 2RDP s'était fortement opposé en première lecture et également en seconde lecture la semaine passée. Notre groupe ne manquera pas de le rappeler demain lors des explications de vote concernant le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Cependant, nous souhaitons que le texte puisse évoluer, avancer et que la justice puisse être au rendez-vous. Alors les PLFSF se suivent et se ressemblent. Les économies massives se portent à nouveau pour 2014 sur le médicament, plaçant l'industrie pharmaceutique en première position concernant les contributeurs aux économies de la branche maladie, alors que d'autres pistes d'économie auraient pu être trouvées. Madame la ministre, votre projet comporte toutefois des points positifs. Je pense tout d'abord aux mesures concernant le renforcement de l'aide au sevrage tabagique. J'ai eu l'occasion d'en parler pendant les discussions du projet de loi de finances lors de la mission santé.
Mais je profite de votre présence afin de vous redire que la prévention du tabagisme est aussi importante que le sevrage. Il est essentiel de réfléchir sérieusement à un programme ambitieux de prévention du tabagisme, notamment chez les plus jeunes, qui commencent à fumer de plus en plus tôt. Mais si c'est une avancée très positive proposée dans votre PLFSS, nous aurions pu toutefois aller plus loin en envisageant le remboursement intégral de l'aide au sevrage tabagique, qui est préconisé d'ailleurs par la Haute Autorité de Santé depuis 2005. La prévention aura des effets bénéfiques à long terme. La consommation de tabac est en effet responsable de nombreuses pathologies dont la prise en charge n'est pas sans conséquences en termes humains, comme pour les finances publiques. Le groupe de RDP salue en outre les nouvelles mesures relatives à la contraception des mineurs. Nous saluons l'application du tiers payant aux consultations et aux examens préalables à la prescription de la contraception chez les mineurs de plus de 15 ans. J'aimerais également saluer la promotion de l'e-santé et le déploiement de la télémédecine. La mise en place de cotations spécifiques est très attendue et des expérimentations préfiguratrices d'actes de télémédecine sont prévues. Je voudrais dire que l'amendement incluant la pharmacie d'officine est une réelle avancée. Je tiens justement à rappeler le rôle important de santé publique que jouent les pharmacies d'officine par leur maillage du territoire, essentiellement en milieu rural. L'officine doit évoluer vers une véritable profession de santé, être un partenaire essentiel pour le parcours de soins. Si par contrat, on lui en donne les moyens, et ce n'est pas encore aujourd'hui le cas, même si la nouvelle rémunération à l'honoraire est actuellement d'ailleurs toujours bloquée. Enfin, le financement facilité des coopérations libérales, la généralisation des rémunérations des équipes pluriprofessionnelles, l'amélioration de la couverture maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés seront donc des points clés qui concernent votre recentrage proposé sur les soins primaires. La réforme de la T2A, annoncée de longue date, la fin du tout 2A, contribuera par l'évolution du financement des hôpitaux à la définition d'un véritable service public territorial de santé. Nos hôpitaux de proximité attendent avec impatience cette réforme. J'aimerais revenir sur l'article 12 bis de ce PLFSS. Cet article prévoit l'ajout d'une troisième composante à la taxe sur les ventes en gros de médicaments. Donc l'objet est d'imposer à un taux de 20% les marges grossistes rétrocédées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines en cas de vente directe. Cette mesure, présentée comme une modernisation de la contribution, ne rapporte rien à l'assurance maladie. C'est en fait un transfert de charges au profit des grossistes répartiteurs et au détriment de la chaîne du médicament qui est peu compatible avec un PLFSS. Le dispositif compris dans l'article 12 bis est contraire aux engagements de l'État pris dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, en ce qu'il ajoute un élément de complexité à cette taxe et qu'il est de nature à accroître la charge fiscale des seules entreprises du secteur du médicament. Cette mesure va également surenchérir le coût de ces médicaments qui étaient en vente directe car les grossistes répartiteurs n'offriront pas de prix équivalent à ceux actuellement pratiqués. Je dois rappeler que cet amendement était vraiment passé, comme on a l'habitude de le dire, en catimini, en séance de nuit. Et il n'a d'ailleurs pas été vu en commission des affaires sociales, ce qui, à ce moment-là, m'avait appelé à un peu de plus, peut-être, de vigilance. Et en votant cet article, en réalité, nous introduirions des conséquences lourdes pour l'économie déjà fragile des officines, qui font beaucoup d'achats directs. De plus, il va complètement sacrifier l'activité des dépositaires pharmaceutiques. En résumé, c'est un article qui favorise un seul acteur de distribution, touchant largement l'économie de la pharmacie d'officine, élément essentiel du parcours de soins des dépositaires et des industriels français du médicament. Donc, en votant cet article, 1200 emplois seraient susceptibles d'être supprimés. Et si les laboratoires renonçaient à la vente directe, cela créerait un manque de recettes, alors que nous sommes vraiment en recherche de recettes quand même. Ce serait un manque de recettes de 14,9 millions d'euros pour l'État. Bref, ce texte, non, ne m'interpellez pas comme ça quand je suis à la tribune. Vous pourrez vous exprimer lors des amendements. Mais je trouve que c'est extrêmement déplacé de vous avoir en train de crier, et je dirais même de vociférer là, à votre banc. Je trouve ça extrêmement désagréable. Bref, ce texte devait être l'occasion de clarifier les relations entre l'État,
l'assurance maladie, les assurances et les complémentaires santé, les industriels de la santé, les professionnels de la santé prescripteurs et les usagers. Pour conclure, Madame la Ministre, le groupe 2RDP sera donc particulièrement attentif au débat qui va s'ouvrir et à la discussion des amendements et suivra attentivement l'évolution des débats. Je vous remercie. Merci Madame Orliac.